Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. C'est Michael, j'ai 30 ans. Dans ma famille, il y a énormément de personnes qui ont fait des régimes. La première crise alimentaire que je me souvienne, je devais avoir peut-être 6-7 ans. Vers mes 17 ans, j'avais conscience que mon rapport à l'alimentation était spécial. Je voyais autour de moi que les gens, ils arrivaient à s'arrêter. Je me rappellerai tout le temps. Je me suis dit que j'étais un gros porc en fait. Et directement, en fait, cette pensée, elle s'est transformée en colère. J'ai pris mes chaussures de course et j'ai été courir. Donc à partir de ce moment-là, j'allais courir dès que je pouvais, en boitant quoi. Et en ayant vraiment très très mal, mais pour moi, c'était inconcevable d'arrêter de courir. J'aurais jamais pensé que j'étais boulimique parce que je me faisais pas vomir. Et je me dis, ok, si j'ai une maladie, il y a moyen que j'en guérisse. Pas après pas, et il y a des périodes où on va stagner, mais que c'est normal et que ça fait partie du chemin vers la guérison. Moi, je suis sur le chemin de la guérison, et si j'y arrive, il n'y a pas de raison que d'autres personnes n'y arrivent pas. Bienvenue dans l'épisode 105 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Avant de vous présenter notre nouveau témoin, je voulais ne pas oublier de vous dire combien votre soutien est précieux pour la pérennité du podcast et remercier particulièrement et chaleureusement les personnes qui font des dons mensuels via la plateforme Tipeee sur laquelle La pleine conscience du pouvoir possède une page dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Grâce à ce soutien, nous ne sommes pas de notre poche pour payer l'abonnement 2024 de la plateforme Ocha qui héberge et diffuse les épisodes sur les plateformes d'écoute comme Spotify ou encore Apple Podcast ou Deezer. Ce soutien financier est très utile pour poursuivre la production et la diffusion des épisodes qui sont disponibles à l'écoute gratuitement et sans publicité. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à sauter le pas vous aussi et à nous faire un don ponctuel ou mensuel. D'avance, merci 1000 fois. Venons-en à notre épisode du jour. Vous allez y faire la connaissance de Michael. Lorsqu'il m'a contacté, Michael avait à cœur de partager à son tour l'expérience des troubles alimentaires vécus par un homme. Il était également très important pour lui de parler de la difficulté à se rendre compte que son comportement était bel et bien un trouble. Parce qu'en prendre conscience a été pour lui une première grande étape vers la guérison. Dans une société où la performance, en particulier sportive, est hyper valorisée, dans laquelle le contrôle de l'alimentation et du poids en lien avec ses performances est totalement normal, voire même jugé indispensable. Il est extrêmement compliqué de s'apercevoir qu'un glissement vers un trouble des conduites alimentaires est en train de se vivre. Michael nous raconte les débuts, nous parle de son enfance baignée d'injonctions alimentaires dans une famille dans laquelle le contrôle du poids était institutionnalisé. Les crises de compulsion ont commencé très jeunes et à la fin de l'adolescence a débuté la compensation via la course à pied des années avant que Michael puisse mettre un mot sur son trouble, la boulimie. Je vous laisse découvrir le témoignage de Michael qui a aujourd'hui beaucoup de clairvoyance sur l'installation de son trouble et sur son processus thérapeutique. Bonjour Michael. Bonjour Anne. Je te remercie beaucoup d'avoir pris contact avec moi parce que c'est dans ce sens-là que ça s'est passé pour venir apporter ton témoignage. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui actuellement, depuis plusieurs mois, là, me contactent pour venir me proposer de témoigner dans la pleine conscience du pouvoir. Je trouve que c'est extrêmement généreux. Pour moi, ça parle vraiment d'un élan. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, Michael, mais un élan, tu sais,
fait de solidarité. Je sais pas, toi, c'est ça qui t'a... Moi, effectivement, c'est vraiment cet élan, en fait, qui m'a donné l'envie de te contacter pour pouvoir raconter mon témoignage. Mhm. D'ailleurs, en fait, je voulais te remercier de me laisser l'opportunité de venir témoigner. Oui, Parce que c'est vrai que quand j'ai su que j'étais atteint de troubles du comportement alimentaire, une des premières choses qu'on fait, c'est aller sur Internet et puis essayer de chercher un maximum de c'est témoignages. vrai. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de témoignages d'hommes qui me parlaient et qui résonnaient en moi. Ouais. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur en fait de raconter mon histoire avec le plus de détails possible. Et puis que si ça parle à quelques auditrices et auditeurs, je serais vraiment content. Et que finalement c'est un peu pour moi l'occasion d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice, tu vois. Donc merci beaucoup pour ton écoute et puis pour le temps que tu prends pour recueillir nos témoignages, parce que pour moi ça a été vraiment une ressource très riche. Puis ça m'a vraiment fait avancer sur le chemin de la guérison. Donc merci. Oui, finalement, c'est un échange de bons procédés. Hein, Oui, ouais, c'est ça. ouais. Alors, avant que nous nous lancions dans ton témoignage, dans le cœur de ton histoire, Michael, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Michael. J'ai 30 ans. J'habite en Suisse. Et une phrase que je pourrais dire pour me présenter, qui résume peut-être mon histoire avec l'alimentation, c'est que toute ma vie, en fait, moi, j'ai mangé par envie et rarement, voire jamais par faim. Ah, Voilà. Ça résume bien ce que j'ai vécu jusque-là. ah, ok. Ah, mais ça me donne envie d'en savoir plus là tout de suite. Hein, quand tu dis jamais, est-ce que ça te va qu'on reparte du début alors quand tu dis ce jamais, moi je me dis mais comment ça Oui, bien sûr. d'aussi loin que Oui. tu te souviennes, c'est ça? Oui. Ce qui est peut-être important de resituer, c'est que je viens d'un environnement familial avec pas mal d'injonctions, en particulier des injonctions alimentaires, du genre même si t'aimes pas, tu dois manger le repas, tu dois toujours terminer ton assiette. Moi, j'ai des frères et sœurs qui sont plus jeunes que moi. Oui. Je me rappelle que ma petite sœur, à l'époque, elle mangeait moins que mon frère et moi parce qu'elle avait besoin d'avoir un apport alimentaire plus faible, en fait. Et souvent, quand on était jeune, elle restait des 30 minutes, 1 heure, voire des fois 2 heures seule à table parce qu'elle devait finir son assiette, en fait. Oui, Ouais. et oui. Oui, je pense que ça parlera à pas mal de personnes, ça, hein, ces injonctions-là. Tu sais, comme ces phrases, alors que ma génération, mais peut-être les suivantes, ont pu entendre, il y en a qui meurent de faim dans le monde, tu dois manger. Et dans le même si t'aimes pas, tu dois manger, je trouve qu'il y a une nuance avec le fait de faire goûter aux enfants quelque chose. Hein. Là, on est dans non, tu dois, en fait. Tout à fait. Ouais, c'est important de resituer ça, effectivement. Et dans ma famille, il y a énormément de personnes qui ont fait des régimes. Moi, je me souviens que ma maman, elle faisait souvent des régimes, ma grand-maman aussi. Je me souviens que quand j'étais petit, ma grand-maman, elle m'expliquait qu'elle faisait le fameux régime où c'est qu'on compte les points et puis qu'une banane, elle avait de la chance, c'était 0 point. Enfin, voilà, j'ai baigné là-dedans, en fait, depuis que je suis jeune. Et on me répétait souvent une phrase assez drôle avec le recul, mais on me répétait tout le temps que nous, en fait, on n'avait pas de chance, qu'on mangeait un carré de chocolat et on prenait directement du poids, puis que certaines autres personnes, elles avaient vraiment un métabolisme élevé, puis qu'elles avaient de la chance, puis qu'elles pouvaient se permettre de manger une plaque de chocolat en entier et rien à voir, en fait. Ouais, c'était un petit peu une condamnation, tu sais, c'est ce mot-là qui me vient. T'es condamné, en fait, à pas pouvoir manger ce que tu veux. Tout à fait. Donc, j'avais cet environnement-là avec toutes ces injonctions et en parallèle de ça, j'évoluais aussi en étant enfant dans un environnement que je pouvais qualifier d'insécuritaire. Il y avait beaucoup de violence, pas forcément de la violence physique, mais plutôt de la violence verbale avec énormément de cris et d'excès de colère des adultes qui nous entouraient. Et en parallèle de ça, à partir de mes 9 ans, j'ai subi des abus sexuels. Donc c'est vrai que c'était pas du tout un environnement favorable, peu agréable pour un enfant, en fait. Oui, un environnement très violent. Je pense que c'est peut-être important que je précise là qu'à l'heure actuelle, en fait, moi, je veux blâmer personne. Je sais très bien que les adultes qui nous entouraient, en fait, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient à l'époque. Et je suis pas du tout là pour jeter la pierre ou quoi que ce soit. Au contraire, ça m'a apporté aussi des belles choses. Et puis, ça fait que j'ai le parcours que j'ai eu maintenant. Et oui, et c'est aujourd'hui à 30 ans que tu peux avoir ce regard très résilient finalement sur ton parcours. Tout à fait.
Donc moi, la première crise alimentaire que je me souvienne, je devais avoir peut-être 6, 7 ans. Ah oui. Je me rappelle qu'en fait, je jouais avec mes frères et sœurs à la pâte à modeler Mhm. et que mes parents, en fait, ont commencé à un peu se disputer. Puis que moi, j'ai pris 2 ou 3 pots de pâte à modeler et j'étais me cacher, en fait, sous la table de la cuisine et j'ai commencé à manger toute cette pâte à modeler. Mhm. Et en fait, ma première crise alimentaire, elle s'est faite avec justement pas un aliment. Mhm. Mhm. Ouais. Donc, et je me rappelle justement, avant mon mal de ventre, parce que bien sûr, après, ça fait mal au Mhm. ventre, mais avant, j'ai senti à ce moment-là un sentiment un peu réconfortant, Oui. apaisant, de Oui. sécurité, tu vois. De plénitude, un peu, quelque chose comme Voilà, ça. oui. Et ça, c'est vraiment la première crise que je me rappelle. Ouais, tu étais tout petit. Ah, je suis avec 6 ans. Après, on est toujours le petit ou le grand de quelqu'un, mais tout petit. Et il y a eu cette ressource-là, finalement, à ce moment-là, dans un Voilà, oui. moment anxiogène. Et après, j'ai commencé de temps en temps à faire des petites compulsions alimentaires. Et puis, je me rappelle que vers les 10 ans, là, je commençais à avoir un petit ventre, en fait, Mhm. dû à un apport nutritif qui était plus grand que ce que mon corps avait besoin, en fait. Mhm. Et je me souviens là que je commençais vraiment à tricher. Par exemple, au milieu de la nuit, je me levais et j'allais manger des choses dans le placard Mhm. ou j'allais boire du coca. Donc je faisais toujours attention en fait à pas que les adultes le remarquent. Par Mhm. exemple, si j'allais vers le coca et que je buvais du coca, soit j'en buvais un petit peu pour pas que ça se remarque. Oui. Et si j'arrivais pas à me retenir et je finissais la bouteille de coca, j'allais prendre le soin d'en prendre une nouvelle, de la mettre au frigo et puis Mhm. de bien cacher mes emballages et puis mes bouteilles de boissons au milieu de la poubelle, pas que ça se voit en fait. Mhm. Oui, c'était caché, c'était honteux. Mhm. Il fallait pas que tu te fasses surprendre. Tout à fait. C'était vraiment manger en cachette et puis trouver plein d'astuces pour pas que ça se voit. Ouais. Et à partir de mes 12 ans, là, j'ai commencé à avoir de l'harcèlement à l'école. Mhm. C'était dû, je pense, au fait que j'étais quand même différent des autres enfants de mon âge. Déjà, j'avais une corpulence physique plus grosse, plus grande en fait. Mhm. Du coup, ça faisait qu'il y avait une différence. J'étais aussi plus efféminé que les autres enfants. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup de remarques. Et là, on me frappait en fait à l'école. Et je Mhm. restais souvent dans les toilettes pendant les pauses et les récrés. Et je mangeais en fait en cachette Mhm. dans les toilettes. Et est-ce que tu as trouvé des ressources auprès d'adultes à ce moment-là? Non, parce que le fait que je me fasse frapper à l'école, j'associais ça aussi à la honte. Tu vois, j'avais ce même Ah, sentiment qu'avec la nourriture, un peu. Fallait que ça reste caché. Fallait pas faire oui. de vagues et puis dire que tout allait bien, en fait. Eh oui. Voilà. Eh oui, donc tu prenais sur toi de tous les côtés, en fait, familial, scolaire. Je trouve ça extrêmement touchant et violent en même temps. Enfin, je suis à Mhm. la fois avec toi, l'enfant qui se cache, qui a honte, qui doit faire bonne figure à l'extérieur. C'est Mhm. ça qui me vient. Ouais, c'est Et tout à fait et ça. le regard de l'adulte, qui est même en colère, en fait, face à tout ce que ce petit adolescent, je sais pas comment tu qualifierais à 12 ans, mais ce Mhm. grand enfant ou ce petit adolescent subissait entre autres de la part de ses pairs au collège. Parce que ça veut Mhm. dire aussi que personne ne se rendait compte, du coup. Non, personne ne se rendait compte. Et même, j'essayais de cacher, je me rappelle, aux profs, en fait, d'école. Et oui, parce que c'était trop, trop honteux, finalement. Il y avait cette partie-là, il y avait aussi, je pense, une autre partie où c'est que finalement, je pense que j'étais pas vraiment conscient que c'était grave ce qui m'arrivait. Tu vois? Oui, ben oui. C'était ta normalité, entre guillemets. C'est terrible de le dire comme ça. Oui, voilà, c'est exactement ça, ouais. Et oui. À ce moment-là, en fait, j'avais trouvé 2 choses, en fait, qui me réconfortaient. Mhm. C'était, d'être dans ma chambre et de regarder énormément la télé, des séries TV en particulier. Mhm. Et puis, en fait, j'associais ça à de la nourriture réconfortante. Mhm. Ouais. Donc, j'étais très très souvent dans ma chambre, isolée, Mhm. devant la télé, en train de manger des M&M's, des biscuits, des choses très sucrées. Mhm. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à prendre pas mal de poids. Et j'ai été dans ce fonctionnement jusqu'à mes 17 ans. Presque toute la fin de ta scolarité, enfin, collège, lycée. Alors, j'ai fini, en fait, le collège à 14 ans et demi. Après, j'ai commencé un apprentissage. Oui. Et pendant l'apprentissage, j'avais plus justement cet harcèlement en fait. Pour ça, j'étais content. Mais j'avais quand même ces crises qui étaient devenues vraiment fortes avec le temps. Mhm. Et je me souviens que vers mes 17 ans, j'en avais conscience que mon rapport à l'alimentation, il était spécial. Mhm.
Et je voyais autour de moi que les gens, ils arrivaient à s'arrêter. Tu vois, par exemple, ils prenaient du gâteau, une part de gâteau, ils arrivaient à s'arrêter, et moi pas. Là, j'avais conscience qu'il y avait quelque chose de particulier chez moi, et j'essayais de trouver des astuces pour me contrôler, mais j'avais pas les ressources nécessaires pour y arriver, pour essayer de maintenir mon poids ou de le diminuer ou de prendre soin de moi, en fait. Et oui, et ça veut dire là aussi que tu es restée seule, en fait, avec ces questionnements. À ce moment-là. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, à chercher, mais à pas trouver, en fait. Effectivement. Et mon poids, c'était quand même un sujet auquel j'y réfléchissais souvent. Et je me souviens, je me pesais plusieurs fois par jour. Et un jour, justement, quand j'avais 17 ans, je me suis pesé. Et là, j'ai vu que la balance, elle a atteint les 96 kilos. Et en fait, j'ai directement eu 2 réactions qui sont presque venues en même temps. Oui. La première réaction que j'ai eue, c'est je me suis dit... Michael, là, encore 4 kilos, et puis tu passes la barre symbolique des 100 kilos. Enfin, c'est énorme. Et une deuxième chose qui est arrivée juste après, une deuxième pensée, je me rappellerai tout le temps, je me suis dit que j'étais un gros porc, en fait. Ouais, j'ai eu cette pensée-là très forte et remplie de culpabilité. Et je me disais, j'arrive pas à me contrôler. Et directement, en fait, cette pensée, elle s'est transformée en colère. Et ce jour-là, j'ai pris mes chaussures de course et j'ai été courir. Et je me rappelle, j'ai été courir, tu sais, en me disant que c'est comme une punition, en fait. Je l'ai mérité. Tout ce que j'ai mangé, maintenant, je dois l'évacuer en courant. Oui, c'était vraiment une colère contre toi-même, hein, quand tu dis j'ai de la colère qui est montée contre toi-même et il faut que je me punisse, en fait. Il faut que je répare ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Et ce jour-là, j'ai fait 7 kilomètres sans m'arrêter. Donc c'est vrai que ça peut paraître peu, mais pour une personne qui faisait pas du tout d'activité physique... Moi ça me paraît énorme. Mais qui faisait presque 100 kilos, voilà. Ouais. J'ai fait 7 kilomètres et je me rappelle que je voulais pas m'arrêter. Je courais et je me disais, bon, maintenant tu le mérites, tu dois courir, en fait, pour évacuer, en fait, ce poids que tu as accumulé avec les années. Oui, avec une non-écoute aussi de ton corps qui devait hurler, mais stop. Ouais, tout à fait. Et ce jour-là, en fait, en rentrant, manque de bol, je me repèse sur la balance et je vois que j'ai perdu 1 kilo. Et en fait, c'était peut-être dû, tu vois, à mes habits de sport qui étaient peut-être plus légers, peut-être c'était de l'eau que j'avais perdu. Oui. Mais enfin, ce kilo que j'ai perdu sur la balance, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais enfin trouvé une solution pour éliminer ces kilos et que c'était le sport et en particulier la course à pied qui allait m'aider à perdre ce poids. Eh oui. C'est venu renforcer, en fait, quelque chose. Hein. Quand tu dis malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Donc, à partir de ce moment-là, j'allais courir dès que je pouvais. C'était une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours. Et j'ai perdu 36 kilos en 1 année et demie. Donc, je me rappelle que au début, mes kilos, j'arrivais à les perdre facilement. Et tu vois, après, plus tu perds du poids, plus tu te rapproches de ton poids peut-être idéal. Et puis moi, je pense que je suis passé cette limite-là et que du coup, je me souviens que pour perdre mes derniers kilos, j'ai dû changer carrément mon alimentation. Oui, parce que jusque-là, tu n'avais pas touché à ton alimentation. Non. Et ça veut dire que ta relation avec l'alimentation, elle était comment alors pendant cette année-là ? Je faisais toujours mes compulsions alimentaires. Oui. Mais je pense que le sport compensait en guillemets. Et peut-être que les 20 premiers kilos que j'ai perdus, je les ai perdus sans changer mon alimentation. Et après, j'ai bien vu que je perdais plus et que je devais changer ma façon de m'alimenter. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis en tout cas, c'est comme ça que tu peux l'analyser après coup, de ton poids qui était peut-être arrivé finalement à son équilibre, enfin, quelque chose de prévu pour lui, enfin, ce fameux set point ou je sais pas quoi, je voudrais pas me lancer dans la théorie là-dessus parce que c'est pas du tout mon domaine de compétence, mais t'as bien vu qu'il y a un moment où ça devenait plus compliqué, en fait, mais que toi, tu voulais continuer. Enfin, il y avait déjà quelque chose qui était enclenché, là. Oui, il y avait déjà quelque chose qui était enclenché. Et puis, j'ai complètement changé mon alimentation pour atteindre les 60 kilos. Et là, on pouvait dire que j'ai fait de l'anorexie mentale parce que je me rappelle, il y a des jours, c'est que je mangeais juste un fruit, par exemple. Ah oui, effectivement. Et c'était vraiment paradoxal parce qu'en fait, je prenais pas soin de moi, je m'alimentais pas convenablement, mais tu vois, les gens autour de moi, ils me félicitaient. Ils me félicitaient pour ma perte de poids, ils me disaient, oh, mais Michael, c'est génial, tout le poids que t'as perdu, bravo. Et puis, ils me félicitaient aussi pour
pour le sport, tu vois. Bien Parce que sûr. le sport, on l'associe toujours au Mais bien-être. oui. Donc, automatiquement, tu fais du sport, c'est pour le bien-être, et puis c'est génial parce que tu prends soin de toi. Mmh. Et souvent, les gens, je me rappelle, ils me félicitaient, ils me disaient, oh, t'as été courir 1h30, c'est génial. Mmh. Mais en fait, ce que les gens ne savaient pas, c'est que peut-être une fois sur deux, quand j'allais courir 1h30, je courais peut-être 1 ou 2 kilomètres. Et après, en fait, mon corps, il avait plus la force de continuer à courir. Mmh. Et je devais m'asseoir ou carrément me coucher au bord de la route parce que je faisais des malaises. Ouais. Et ça, les gens, ils le Eh savaient ben pas. non. Ouais, ça allait jusque-là, hein, cette Mhm. maltraitance. Bon, après, quand on pratique une activité physique tous les jours et puis qu'on n'a pas une bonne alimentation, c'est vrai que c'est difficile pour le corps. Et je repense à ce que tu disais en introduction sur tes sensations de faim. C'était comment à ce moment-là? Est-ce que tu les ressentais? Alors, je ressentais vraiment aucune sensation de faim. Mmh. Tu vois, c'est pour ça que je dis que je mangeais par envie, Mmh. parce que pendant cette période-là, peut-être pendant 2, 3 jours, je mangeais quasiment rien. Puis après, j'avais envie, par exemple, de me faire un repas très très salé ou très très sucré, et je Mmh. le faisais. Oui, Voilà. finalement, alors c'est des hypothèses, hein, mais ton cerveau, il envoyait des images de nourriture, il envoyait des envies, parce que quand le corps a faim, c'est ça qui se passe en fait, hein. C'est pour ça que Mhm. dans des périodes de régime où les personnes qui souffrent d'anorexie mentale peuvent avoir, tu sais, cette obsession pour les livres de recettes, les recettes, les contenus de Mhm. nourriture, etc., etc., donc qui stimulent l'envie finalement. Mais au niveau de la sensation physique, finalement, depuis le début, soit elle était forcée, hein, tu disais on me forçait quand j'étais Ouais. petit, donc non-respect des sensations en fait, Mhm. soit elle les éteignait, et là, dans cette période d'anorexie, c'était ça, quoi. Le corps avait appris Voilà. finalement à ne plus envoyer de signaux, Couper mon ressenti, ouais. c'est ça. Exactement. Couper du ressenti, sans compter hein, les violences que tu as subies et qui conditionnent Mhm. beaucoup ça, hein, en fait, de se couper Mhm. de ces sensations et de ces émotions potentiellement, quoi. Hmm. Alors, tu avais quel âge en fait? Il y a eu un an hein, Donc de perte de ça, poids. ça a duré jusqu'à mes 20 ans. Donc jusqu'à D'accord. mes 20 ans, j'ai pu maintenir mon poids à environ 60 kilos Mhm. et puis aller courir assez souvent. Mhm. Et puis à mes 20 ans, j'ai déménagé, je me suis mis en couple Mhm. et là j'ai arrêté en fait la course Ok. et j'ai repris mes kilos petit à petit. Oui. À ce moment-là, j'ai testé énormément de régimes, j'ai fait énormément Hmm. de yo-yo Mhm. et là je faisais encore de plus grandes compulsions alimentaires. Et Hmm. j'avais de plus grandes périodes de restriction aussi par le fait que, tu vois, aucun adulte ou parent était là pour contrôler, donc j'étais des fois seul chez moi, et Hmm. là, je pouvais complètement me lâcher dans mes prises alimentaires, en Hmm. fait. Oui, parce que ça veut dire qu'entre tes 17 et 20 ans, donc tu vivais toujours chez tes parents. Mhm. Et ils ne s'apercevaient pas, en fait, de ce qui se passait au niveau alimentaire, là non plus. Tu cachais tout ça. Ouais, je trouve que j'avais une très bonne faculté pour mentir et puis pour éviter les repas et puis pour choisir moi-même comme je voulais m'alimenter, en C'est fait. ça. Donc, c'est vrai que je cachais vachement bien. Ouais. Donc, du coup, ils pouvaient pas spécialement se rendre compte, Et oui, mes et parents. oui. Et puis, tu vois, je reste avec le fait que tu partais d'un poids élevé et qui fait que cette Mhm. anorexie était plutôt félicitée. Enfin, j'exagère en disant ça, Ouais. mais tu vois, parce que je trouve que c'est hyper important de souligner ça, que des Mhm. personnes en surpoids, voire même en obésité, peuvent souffrir d'anorexie et que ça passe complètement sous les radars, en fait, Ouais, parce tout à que fait. c'est formidable, elles perdent du poids, mais en même temps, 30 kilos d'une manière quand même assez rapide, ça peut alerter, en fait. Mhm, mhm. Mais non, donc bien sûr qu'une personne légèrement en surpoids ou presque normale, bah oui, si elle perd 30 kilos, on va s'inquiéter parce que physiquement, on se dit elle est en danger. Mais là, c'est Mhm. pareil en fait, tu vois, ça, vraiment, je trouve Oui, ça oui, oui. hyper important ce que tu nous dis là et de témoigner de Ouais. ça. Parce que Et, c'est pas parce qu'un adolescent ou un jeune adulte, ça paraît plutôt bien qu'il perde du poids que c'est une bonne nouvelle en fait. et je pense Mm. que tout ce que tu racontes, c'est renforcé par le fait que j'ai pas de base perdu mon poids grâce ou à cause d'un régime. Mm. Je l'ai perdu grâce au sport, tu vois. Mhm. Et je pense que ça renforce Mm. encore plus ce côté positif, en Ouais, fait. complètement, complètement. Mhm. Ok. Donc là, oui, je faisais un petit retour en arrière, hein, mais voilà, si on en revient à tes 20 ans, et donc
Donc là, pendant 2 ans, j'ai justement arrêté de courir. Uh-huh. Et après, à partir de mes 22 ans, j'ai vu que c'était pas la solution, que mon poids, c'était très très difficile de le maintenir. Mhm. Et là, en fait, j'ai repris la course et j'ai plus jamais arrêté de courir jusqu'à il y a peu de temps. Oui. Et là, c'était passé d'un côté vraiment extrême, en fait, mon rapport au sport. J'allais courir des fois 2 fois par jour. Des fois, j'allais courir le matin. À midi, je mangeais quelque chose que je considérais comme gras. Mm. Et du coup, fallait que je retourne l'après-midi ou le soir. Mm. Je me souviens que des fois, je faisais 30 kilomètres de course. Donc, je courais 3 heures, 3 heures et demie de temps sans m'arrêter. Ouais. Qu'il y a des jours où je devais travailler toute la journée et que le soir, j'avais peut-être des rendez-vous avec des amis ou des repas avec ma famille. Mhm. Et du coup, j'avais pas le temps de courir. Je me souviens que je mettais mon réveil à 5 heures du matin pour aller courir avant mon travail. Et c'est à ce moment-là, en fait, que mes compulsions alimentaires, elles ont commencé de devenir vraiment énormes. Je mangeais que comme ça. Oui, il y avait plus du tout de repas, en fait. Non. Et au fur et à mesure, j'écoutais de moins en moins mon corps. Je me souviens que des fois, j'avais très très mal au dos, au point de pas pouvoir porter des choses, mais que j'allais quand même courir. Une fois, j'avais eu mal sous la plante du pied. Oui. Pendant 3 mois, j'avais été chez le médecin, puis le médecin, il m'avait dit que fallait que j'évite un maximum, en fait, de marcher et surtout de pratiquer une activité physique. Et je me souviens que j'avais même mis de la ouate dans ma chaussure de course pour que ça amortisse. Et en fait, j'allais courir en boitant, quoi. Et en ayant vraiment très très mal. Mais pour moi, c'était inconcevable d'arrêter de courir. Bah oui, c'était impossible, en fait. Et c'est dans cette période-là, justement, que je suis rentré dans un cercle de mal-être avec vraiment énormément de culpabilité. J'avais une mauvaise estime de moi, des pensées négatives, des pensées suicidaires. Je me disais que j'étais quelqu'un de faible parce qu'en fait, j'arrivais pas à me contrôler dans ma prise alimentaire. Et j'avais plus du tout de confiance en moi à ce moment-là. Oui, elle était complètement laminée par cette croyance que tout était de ta faute, en fait. Tout à fait, ouais. Avec, tu vois, je reste, et depuis le début de ton témoignage, avec cette solitude, en fait. Ce jeune homme que tu étais, tout comme ce petit garçon, tout comme cet adolescent, complètement seul et honteux face à ce qu'il traversait. Et ça a duré jusqu'à mes 28 ans. Donc, ce qui a changé, c'est qu'à mes 27 ans, j'ai commencé une formation de thérapeute complémentaire. Pour devenir thérapeute, en fait. Oui. Et là, il y a toute une branche, en fait, d'anatomie, physiologie et pathologie à apprendre, en fait, pour comprendre les besoins des futurs patients. Et il y a une journée où c'est qu'on faisait justement la répétition des troubles mentaux. Et là, il y a une fille qui va devant la classe et qui présente la boulimie. Et moi, jusqu'à ce moment-là, la boulimie, je l'avais toujours associée avec l'acte de se faire vomir, en fait. Oui. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais jamais pensé que j'étais boulimique parce que je me faisais pas vomir. Et tu vois. Oui, et puis que finalement, ce que tu vivais ressemblait à rien de ce que tu avais pu entendre, voir, lire. Exactement. Et là, cette fille, elle présente les 5 critères selon le DSM-5 qui fait qu'on a des troubles alimentaires. Et puis le dernier critère, elle expliquait que fallait avoir un comportement compensatoire inapproprié, comme par exemple de se faire vomir ou l'abus de laxatif ou un exercice physique excessif. Et là, quand elle a dit ça, ça a été vraiment la révélation de ma vie. Ouais, vraiment. Mais oui. Là, ça m'a fait une énorme claque, une énorme prise de conscience. Je suis directement rentré chez moi et j'ai passé toute la nuit à chercher plein de témoignages, d'informations sur Internet. Et en fait, à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment un soulagement parce que je me suis dit, enfin, j'arrive à mettre des mots sur ce qui m'arrive et que c'est pas normal, entre guillemets, mon fonctionnement, quoi. C'est ça. Et peut-être aussi, le fait que ça existe, en fait, que ce soit nommé, c'est cette reconnaissance que c'est pas entièrement de ta faute. Tu as déjà cette prise de conscience-là, à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, j'arrive à prendre le recul nécessaire et puis à analyser, en fait, mes actions d'avant pour encore plus comprendre et me dire que finalement, j'y peux rien, en fait. C'est difficile pour moi d'expliquer. Mais à ce moment-là, je ressens vraiment un soulagement et je me dis, ok, si j'ai une maladie, il y a moyen que j'en guérisse. Et je ressens vraiment une motivation et puis je me sens bien, en fait. Eh oui, c'est ça, le soulagement. Et directement, le lendemain, j'appelle une association de troubles alimentaires, en fait. Et là, j'ai énormément de chance parce que je tombe sur une dame extrêmement bienveillante qui m'explique qu'en fait, c'est un trouble mental lourd, que ça prend du temps, mais qu'on s'en sort.
Et là, je me souviens au téléphone, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous êtes sûr qu'on s'en sort? Oh. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, oui, inquiétez-vous pas. Moi, tous les jours, j'ai des témoignages de patients qu'on guérisse. Et puis, je me souviens, elle m'avait dit, si vous êtes là aujourd'hui au téléphone avec moi, c'est que vous avez déjà fait un pas, en fait, vers la guérison parce que vous vous êtes rendu compte. Et si j'ai des témoignages tous les jours de guérison, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à guérir. Et ouais, ça m'avait fait énormément de bien, en fait. Eh oui, eh oui. C'est une association qui est en Suisse que tu as appelée. Oui, c'est l'association Boulimie Anorexie à Lausanne. Ok, c'est chouette, il y a une permanence téléphonique. Une permanence téléphonique assurée par des psychologues. On a vraiment bien encadré, ils font plein de groupes de parole, ils nous laissent pas du tout seuls. Moi, directement, 2 jours après, dans ma boîte aux lettres, elle m'avait envoyé plein de documents avec la boulimie, avec le sport aussi. Ouais, elle m'a donné plein d'adresses, en fait. Et je pense que c'est à partir de là que mon travail de guérison, il s'est fait. Donc, moi, mon travail de guérison, on pourrait le diviser en 2 étapes. Oui. Donc, j'ai eu une première étape de peut-être 1 année où je ressentais le besoin de me renseigner un maximum sur cette maladie et d'avoir un maximum de témoignages. J'allais me renseigner sur Internet, je lisais plein de livres différents et en fait, j'avais besoin d'analyser, de prendre toutes ces informations et surtout de refaire aussi mon passé avec cette nouvelle information de troubles de TCA, en fait. Et c'est là que tu as pu remonter du début, comme tu nous l'as raconté là. Et c'était une année très riche, mais paradoxalement, c'était une année où je me sentais très très mal parce que j'avais toutes ces nouvelles informations. Mais du coup, tu vois, je me suis pas fait accompagner. Donc, je voyais pas d'amélioration dans mon quotidien. Et en fait, je mettais de la conscience et je voyais de plus en plus qu'il y avait un dysfonctionnement, mais il y avait aucune amélioration. Et pour moi, cette période-là, elle a été très difficile et je pense que ça, c'est un point qu'on peut relever aussi pour les personnes qui nous écoutent. C'est que c'est pas parce qu'on a réalisé qu'on a des TCA qu'on va directement guérir, si je peux dire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est step by step, pas après pas. Et il y a des périodes où on va stagner, mais que c'est normal et que ça fait partie du chemin vers la guérison. Et oui, et que toi, tu as eu besoin de ce temps-là, en fait, de t'approprier peut-être la maladie, le trouble, de comprendre, d'avoir la théorie, de re-regarder ton histoire, éclairée par ce trouble. Ça a pris ce temps-là et c'est le temps dont tu avais besoin, mais que c'était vraiment pas confortable. Oui, tout à fait. Et au bout d'une année de recherche, là, j'en suis arrivé à la conclusion que cette fois, j'étais prêt, que j'avais eu assez d'informations et puis qu'il fallait que je commence un travail sur moi-même. Donc, j'ai commencé une thérapie cognitivo-comportementale. Ça m'a fait vraiment énormément de bien parce que, en fait, j'ai pu vraiment encore plus prendre conscience des choses et puis des événements qui sont passés quand j'étais enfant. Tu vois, quand j'étais enfant, souvent, on me répétait que j'avais de la chance, que j'avais des parents qui étaient là, que je partais en vacances. Et en me répétant ça souvent, c'est comme si on m'avait mis un voile et que j'ai jamais pu me retourner et analyser honnêtement mon enfance. Et oui. Et en fait, avec cette thérapie, ça a pu enlever ce voile-là. Et là, j'ai pu me retourner et vraiment regarder et me dire que non, en fait, j'ai pas eu une enfance toute belle, toute rose, et prendre conscience de ça, en fait. Oui, c'est extrêmement intéressant la façon dont tu l'expliques, en fait. Cette croyance, ce truc-là, je sais pas comment le dire, qui avait été répété. Ah, quelle chance tu as eue, et tout ça, les vacances, tes parents étaient là, nanana. Et que ça venait cacher complètement tout ce que tu nous as raconté au début, en fait, et toute la souffrance. Ça venait comme anesthésie, en fait. C'est ça. Et que ça veut pas dire que c'était tout noir, mais que c'était pas tout rose non plus, en fait. Voilà. Et rien que le fait de ramener à moi toutes ces choses et puis de les conscientiser, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, j'ai pu relier certains événements à certaines causes de mon fonctionnement. Oui. Et là, j'ai pu commencer vraiment à ouvrir certaines portes, en fait. Et ça expliquait mon fonctionnement à 29 ans avec la nourriture. Et oui, ça mettait du sens, c'est ça ? Voilà, ça mettait du sens. Et à partir de là, j'ai commencé à pouvoir avoir plus de conscience dans mon rapport à la nourriture et à analyser moi-même que j'avais des dysfonctionnements. Par exemple, j'ai remarqué que dès que j'ouvrais la porte du frigo pour prendre quelque chose ou pour cuisiner quelque chose, automatiquement, j'allais manger un aliment.
ou en passant dans la cuisine pour aller à la salle de bain ou comme ça, rien que le fait de passer dans la cuisine, je mangeais en fait de manière automatique. Oui, c'est ça. C'était inconscient finalement, ça se faisait. Voilà. Et ce qui est ressorti de cette thérapie, c'est que finalement, j'arrivais pas à me donner de l'amour. J'utilisais en fait tous ces aliments pour me remplir et j'avais associé ça avec un sentiment de sécurité. Oui, comme après cette première expérience fondatrice, avec la pâte à Mhm. modeler, où tu décrivais très bien ce sentiment-là. Exactement. Mm. Et à partir de là, la psychologue, elle m'a conseillé d'aller voir une diététicienne aussi. Mhm. Et tu vois, moi, les diététiciens, je les associais au régime. Eh Moi, ben en fait, oui. je pensais qu'elle allait m'apprendre à compter les calories, Bah puis oui. faire un plan de régime, voilà. Mm, Et mm, je savais au fond de moi que c'était vraiment pas la solution et c'était pas là que je voulais aller. Ouais. Et la psychologue, elle a quand même insisté quelques fois. Et après, je me suis dit, bon, Michael, au stade où c'est que t'es, autant essayer une fois, t'es plus à un régime près. Mm. Et j'ai été voir la diététicienne et là, j'ai eu énormément de chance parce que c'était une diététicienne qui pratiquait justement l'alimentation intuitive. Mhm. Et là, ça a vraiment changé ma vie. Oui, c'était une professionnelle qui travaillait vraiment sur le comportement alimentaire. Exactement. Et je me souviens, elle avait pris l'exemple, elle m'a dit, vous voyez, quand vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous arrivez à sentir si vous avez beaucoup besoin d'aller aux toilettes et que c'est urgent, Mm. si vous pouvez attendre. Elle m'avait dit, vous voyez, par exemple, avant notre rendez-vous, peut-être que vous avez un petit peu besoin d'aller, mais vous avez été aux toilettes pour pas être dérangé pendant notre rendez-vous. Mm. Elle m'a dit, l'alimentation, en fait, c'est la même chose. Eh Et oui. moi, là, j'étais très surpris Oui. parce que je pensais pas que c'était aussi simple, en Eh fait. oui. Eh oui, ça a fait tilt Finalement. en fait. Tu dis, ah mais oui, en fait, Ouais. c'est un besoin Mhm. physiologique comme l'envie d'aller aux Mhm. toilettes, en fait. Ouais, C'est vrai que c'est un exactement. exemple qui est souvent parlant, ça, parce qu'on a tellement associé le fait de s'alimenter avec de la mentalisation. Il faut pas, je devrais, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et ça, qu'on a même oublié que c'est une fonction corporelle, un besoin corporel, en fait. Alors, bien sûr que c'est plus complexe que ça, parce que dans l'alimentation, je pense qu'il y a une autre forme de plaisir et d'envie, peut-être que... Quoique, souvent, je dis, quand j'ai très envie de faire pipi et que je vais aux toilettes, je me dis, ah, mais qu'est-ce que c'est bon d'aller faire Oui, c'est pipi, quoi. vrai. Tu sais, c'est le truc... Enfin. Mais bon, voilà, il y a quand même des différences, mais n'empêche que ça ramène à des sensations corporelles. J'imagine la prise de conscience que ça a été là, effectivement. Tout à fait. Mm. Et c'est pour ça que je dis que j'ai toujours mangé par envie et jamais par faim, parce que jusqu'à mes 29 ans, je mangeais que par envie. J'arrivais pas à sentir si j'avais faim ou pas faim, Mm. et si j'étais rassasié ou pas. C'est ça. Mhm. Et est-ce que tu veux bien nous partager la façon dont tu as travaillé ça, justement, cette reconnexion aux sensations? En fait, la diététicienne m'a expliqué que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je le faisais à l'envers et que c'était en fait mon comportement actuel qui déclenchait justement mes compulsions. Oui. Et là, j'ai réalisé vraiment que je devais aller à l'envers de mon fonctionnement depuis toujours, en fait. Oh. Et que je devais pas m'alimenter par la tête, mais m'alimenter par le corps. Et c'est vrai qu'au début, ça fait assez peur qu'on nous explique que si tu as envie de prendre quelque chose, tu peux le manger et qu'il n'y a pas de problème là-dessus, que c'est ton corps qui le réclame. C'est vrai que ça me faisait peur parce que un des premiers réflexes, je me disais, oh, le carré de chocolat, je vais prendre du poids, tu vois. Oui. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas évident, mais je me suis dit, j'essaye finalement, comme ce que j'ai tout testé jusqu'à maintenant, et peut-être que ce serait la solution. Et en fait, effectivement, dès le moment que j'ai commencé à mettre en pratique l'alimentation intuitive, j'ai plus fait aucune compulsion alimentaire. En fait. Ah oui, ça a été s'est aussi très vite arrêté. en travaillant cette permission inconditionnelle de manger. Exactement. Et en fait, c'était le fait de me dire non, ça c'est pas bien, ça c'est pas sain, ça faut pas que tu manges, qu'au bout d'un moment, toutes ces accumulations d'injonctions, en fait, moi, ça m'a fait que j'avais des compulsions alimentaires. Et là aussi, j'ai remarqué directement que je me sentais assez vite de mieux en mieux. Donc, j'avais une meilleure estime de moi-même. J'avais aussi plus d'énergie parce que le fait d'avoir un énorme apport en alimentation, ça fait qu'on est aussi souvent fatigué. En tout cas, moi, ça me faisait ça. Et là, j'ai vraiment commencé à me sentir super bien. Le matin, je me réveillais. J'avais envie de déjeuner parce que j'avais faim et je redécouvre toutes ces sensations. Et tu vois, c'est drôle, je dis tout le temps, en fait, les gens à 30 ans autour de moi, ils font des enfants, ils ont des promotions. Et moi, en fait, je refais une enfance comme si je refaisais une enfance. J'apprends, en fait, à m'alimenter, à remanger et puis à écouter ce que mon corps, il veut.
Voilà. Et ça me convient tout à fait actuellement. Et oui, c'est cet apprentissage-là que Mhm. finalement, je ne peux que supposer que tout petit enfant, c'était une évidence, quoi. Ça se vivait, mais ça s'était Mhm. complètement déconstruit, détérioré en fait Mhm. pendant ton enfance. Et là, tu revis ça en fait. Ah, c'est chouette. Ouais. Et alors la Mhm. course à pied dans tout ça? La course à pied, donc c'est assez difficile pour moi maintenant. J'ai un rapport assez particulier par le fait que du coup, moi je me suis inscrit à des courses, à des semi-marathons et à des marathons. Oui. Donc du coup, je dois garder un entraînement pour faire ces courses-là. Mmh. Mais du coup, j'y vais beaucoup moins en fait à la course à pied parce que je vais plus pour éliminer l'alimentation. Mmh. J'y vais pour le plaisir en fait. Oui, et comment ça s'est transformé ça alors? C'est petit à petit pendant ce travail, que tu as fait en alimentation intuitive et ou avec la Mhm. psychologue? Comment ça s'est transformé ça? En fait, tu vois, de ressentir ma faim, de prendre confiance en moi sur mes sensations de faim, Oui. ça me donnait tout simplement plus envie d'aller courir. Inconsciemment, je sentais que j'étais plus du tout lourd et puis que j'avais pas mangé plus que ce que mon corps avait besoin. Mmh. Donc du coup, ça me donnait pas envie d'aller courir Eh pour oui, éliminer ça parce que j'avais pas à éliminer. c'est J'ai ça. compris que mon corps, il éliminait tout seul en fait. Voilà, il prenait ce qui était bon dans l'alimentation. J'avais pas besoin de mettre la course ou un sport en fait dans ce processus-là. Eh oui, ça semble évident en fait que ça se fasse comme Tout ça, à fait, ouais. hein, ça semble Mhm. évident. Mais tu disais malgré tout, ça a un rapport encore un peu ambigu ou je sais plus quel terme Mhm. tu as employé? En fait, j'ai un rapport particulier parce que du coup, j'arriverai pas à l'heure actuelle lâcher totalement la course et me dire je fais un autre sport ou Mmh. je fais quelque chose d'autre que j'aime bien parce que je me dis c'est peut-être encore comme bouée de sauvetage un petit peu. Je comprends. Comme si tu sentais qu'il y avait peut-être encore un petit fil là qui vous relie, Mhm. des petites Mhm. traces. Et encore, bon, t'es même pas sûr, mais quand même, quoi. Peut-être que Ouais, ça vient étayer encore ce processus de guérison et que tout à fait. c'est le petit doudou, enfin, le petit, voilà, le petit fil qui tient en fait quelque chose là. Mhm. Je me réjouis de Mm. voir une fois que j'aurai fait mes marathons et semi-marathons auxquels Oui, je me suis inscrit, comment je réagis avec la course. oui. Mais après, tu vois, là, avec la course, c'est facile parce que maintenant, je mange à ma faim, parce que mon corps me réclame de manger. Mhm. Mais en fait, pour ressentir la faim, il suffit que j'aille courir peut-être juste 30 minutes. Et puis là, quand je vais revenir à la course, je vais sentir que j'ai vraiment faim. Et Mm. je suis encore dans cette période d'apprendre à ressentir ma faim. Oui, Et avec la course, j'ai l'impression que ça m'aide un mais peu. oui, ça amplifie finalement la sensation et ça t'aide à te la réapproprier et à la ressentir. Tu sais, je suis avec la notion de curseur en fait, que tu as peut-être encore aujourd'hui besoin que le curseur il soit bien loin pour pouvoir sentir fortement cette sensation et que C'est exactement ça. dans cette échelle de la faim, il y a encore besoin d'aller à un niveau, je sais pas, 4 sur 5 ou pour être sûr que c'est OK, quoi, que c'est vraiment de la faim. Mhm, mhm. Je comprends. Mhm. Parce que en fait, à l'heure actuelle, j'ai plus du tout de charge mentale sur l'alimentation. Si Oui. par exemple j'ai du chocolat dans le placard, ben j'ai du chocolat dans le placard, il y a aucun problème. Mmh. Si je vais au restaurant, je vais pas paniquer avant en me disant faut que tu prennes l'entrée, pas le repas, mais le dessert. Enfin non, maintenant Oui. je mange vraiment à ma faim et j'ai plus du tout cette charge mentale là. Oui. Mais il y a quelque chose qui reste, c'est ma faim. En fait, la seule question que je me pose toute la journée, c'est ah, Michael, est-ce que tu as faim Mmh. ou est-ce que t'as pas faim, tu vois? Ouais. Je suis encore dans ce processus d'apprentissage, en fait, à vraiment reconnaître si j'ai un peu faim, beaucoup faim, pas du tout faim et si je suis rassasié ou pas. Ouais. Mais c'est en route et je Mmh. vois qu'en fait, Mmh. c'est vraiment la solution. Ouais. Et en fait, je découvre que finalement, toute l'aide que j'essayais de chercher à l'extérieur, dans divers régimes, programmes alimentaires, ben en fait, toutes ces ressources-là, elles aident pas. Mmh. Une fois qu'on a fini le régime, on revient à nos comportements d'avant. Et si je voulais aller chercher les ressources, fallait que j'aille les chercher en moi. Ben Parce oui. qu'on a tous chacun nos propres ressources pour nous aider et c'est pas à l'extérieur qu'on les trouve, en fait. Ouais. Il suffit de s'écouter. Donc, c'est vrai que c'est facile à dire, il Oui. suffit après 2 ans de travail comme ça, mais je trouve que je reviens au fait que c'est simple finalement, c'est notre fonctionnement, c'est juste écouter notre corps pour arriver à s'alimenter comme il faut et à donner à notre corps ce qu'il a besoin.
J'aime beaucoup la façon dont tu le formules. On va aller chercher à l'extérieur, on va aller chercher des conseils, des ressources, alors que tout est à l'intérieur de nous et automatique et naturel, tout comme le besoin d'aller aux toilettes finalement. Eh oui. Je vois que c'est bientôt le moment qu'on se quitte, Michaël. J'étais vraiment prise dans ton récit et je trouve que c'est extrêmement riche ce que tu nous amènes aujourd'hui. Et avant qu'on ne se quitte, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais partager, quelque chose que tu n'as pas encore dit ou un mot pour conclure ? Ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est déjà te remercier Anne, parce que c'est vrai que tes podcasts, en fait, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et pendant mon travail, en fait, d'introspection, je les écoutais souvent entre deux rendez-vous chez la diététicienne ou chez le psychologue. Et c'est vrai que ça m'a mis dans un processus, en fait, de travail, même en dehors de ces rendez-vous-là. Et pour ça, en fait, je voulais vraiment te remercier parce que ça m'a énormément aidé. Et j'aimerais dire à toutes les personnes en fait qui nous écoutent, qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui viennent ou pas de le découvrir, que s'ils sont là puis ils nous écoutent à ce moment-là, c'est qu'il y a déjà un pas qui est fait dans la guérison. Et en fait, j'aimerais répéter la phrase que la psychologue de l'association m'a répétée au début, une fois que j'ai réalisé que j'avais des troubles du comportement alimentaire. J'aimerais vous dire que moi, je suis sur le chemin de la guérison. Je suis presque en train d'être guéri et si j'y arrive, il n'y a pas de raison que d'autres personnes n'y arrivent pas. Donc j'aimerais vraiment envoyer plein de motivation à toutes les personnes qui nous écoutent pour qu'elles puissent guérir et se libérer de ces troubles alimentaires. Merci pour cette inspiration, Michaël. Et est-ce que tu serais d'accord que des personnes te contactent si elles le souhaitent pour échanger ? Bien sûr, avec plaisir alors. Oh, super. Je te remercie beaucoup. Nous mettrons dans la description de l'épisode un moyen de te contacter, celui qui sera le mieux pour toi, si ça te va. Pas de problème, tu peux sans autre mettre mon Instagram. Ok, avec plaisir. Si tu me le permets encore, j'aimerais Je t'en prie. Juste remercier une personne en fait qui m'a aussi énormément aidé dans mon chemin vers un mieux-être. C'est mon copain Nils, parce que c'est vrai que pour lui ça, je pense pas tout le temps été facile quand on est les conjoints de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que lui, il a tout le temps été à l'écoute, il m'a tout le temps soutenu et surtout, en fait, il m'a donné énormément de temps pour faire cette thérapie. Et pour ça, je voulais vraiment le remercier du fond de mon cœur. Oui, c'est vrai que j'ai en tête, tu vois, je sais pas encore quand, ni comment trouver des personnes aussi, mais je trouve extrêmement important d'entendre les proches aussi sur le podcast. Ça, c'est pas encore fait, mais je trouve qu'ils ont un rôle qui est pas toujours simple aussi, mais qui peuvent être extrêmement soutenants dans ce processus-là. Je pense aux conjoints, comme tu disais, mais aussi aux parents, aux frères et sœurs, pour les adolescents ou les jeunes adultes. Enfin, voilà, c'est extrêmement important à souligner et je te remercie pour cet hommage que tu fais là à la personne qui t'accompagne au quotidien. Oui. Je te remercie beaucoup, Michaël. Merci à toi, Anne. Je te souhaite une bonne continuation de ce processus et beaucoup de joie pour la suite de ton parcours. Merci à toi pour ton écoute et la bienveillance que tu mets dans ton podcast pour nous aider à avancer tous les jours. Merci d'avoir écouté le témoignage de Michaël. Je trouve vraiment ce témoignage aidant grâce entre autres à toute l'analyse et le recul que Michaël peut avoir aujourd'hui sur son parcours. N'hésitez pas à le contacter et à prendre de ses nouvelles via son compte Instagram dont vous trouverez le lien en description. Michaël nous partage également le compte de l'association qui l'a contacté au moment de sa prise de conscience. Passez une bonne fin de journée et à bientôt pour le prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir.